à la tête d'un État qui est en situation de faillite. Arrête, rends-moi mon argent! Le désendettement, c'est la liberté. Ils veulent des dettes, ils sont fous ou quoi? C'est quoi ça? Quoi qu'il en coûte. Remboursez. La véritable épée de Damoclès, c'est notre dette financière colossale. Hélas, mon pauvre argent! À son arrivée à l'Élysée, Emmanuel Macron l'assurait « fini l'argent magique ». Force est de constater que la situation s'est aggravée. Mais le poids de la dette n'est pas une nouveauté en France, il colle à la peau de nos gouvernants depuis plusieurs siècles. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez La dette, une passion française, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. 1992, c'est une année qui doit, quand on parle de dette, vous rappeler quelque chose. C'est l'année du traité de Maastricht, fondateur pour l'Union européenne. Il y est notamment question d'économie et surtout de critères que doivent respecter tous les membres de la communauté pour réduire l'inflation, les taux d'intérêt ou les fluctuations d'échange. Y figurent aussi des chiffres qui pèsent aujourd'hui encore sur les pays de l'Union. Le déficit public ne doit pas excéder 3% du PIB et la dette publique doit être inférieure à 60%. Malgré sa signature, certains pays rejettent le traité durant l'année 1992. C'est notamment le cas du Danemark, tandis qu'en France, on le sait, le oui l'emporte de justesse. De quoi faire trembler les marchés financiers qui doutent des capacités du système monétaire européen. Face à cette crise, certaines monnaies doivent être dévaluées. C'est le cas de la livre sterling anglaise, la lire italienne et la peseta espagnole. Une période de récession toujours très présente dans les esprits européens. Et la dévaluation a régulièrement été utilisée dans notre histoire pour faire face à une crise économique. Ce fut le cas en 1926, en pleine entre-deux-guerres. Vous avez normalement bien retenu, grâce aux 3 épisodes précédents, que la dette est généralement creusée par la guerre. Il était donc impossible de ne pas évoquer la Grande Guerre. Écoutez les rappels de Jean-Marc Daniel, spécialiste de l'histoire de la pensée économique. Alors la France en 1913, sur le plan économique, monétaire et financier, est plutôt en assez bonne santé. Sur la dette, elle est plus endettée que les pays voisins. Progressivement, elle a équilibré ses comptes publics. Systématiquement, la Troisième République équilibre les comptes. Mais elle a une caractéristique, c'est que sur le plan de ses comptes extérieurs, elle est un peu comme le Japon d'aujourd'hui, c'est-à-dire elle a une dette publique qui est supérieure à la moyenne de ses partenaires, mais elle a des avoirs extérieurs, c'est-à-dire elle a une épargne qui s'est abondamment exportée. Donc on a acheté beaucoup d'emprunts d'entreprises et de l'État russe. Et puis on a également investi pas mal de choses en Angleterre. Et puis sur le plan des impôts, le grand débat, c'est est-ce qu'on va supprimer l'impôt sur les portes et les fenêtres? Il y a cette idée qu'on est arrivé à un prélèvement qu'il faut stabiliser. Simplement, c'est le contenu de ce prélèvement que l'on doit changer. Passer de l'impôt sur les portes et les fenêtres, qui est un impôt sur le patrimoine, à un impôt sur le revenu, qui est un impôt sur le flux, sur la possibilité d'accumuler du patrimoine. Sur le plan monétaire et financier, il n'y a pas de doute. On a la bonne enveloppe. Le tout, c'est comment on la répartit. À nouveau, c'est donc la guerre qui va venir secouer l'économie française. Au début, normalement, la guerre doit durer très peu de temps. C'est-à-dire, la guerre est déclarée au mois d'août 1914. Le président du Conseil en France s'appelle René Viviani. Et il fait une déclaration, il dit « Nous entrons en guerre, mais rassurez-vous, les soldats seront rentrés pour les vendanges ». Et donc, ils sont rentrés pour les vendanges, mais de 1919. Donc, la situation va se détériorer, évidemment. Alors, dans un premier temps, les Alliés décident de suspendre la convertibilité hors de la monnaie. Et puis, on lance régulièrement des emprunts. Et la grande question qui se pose à l'armistice, à la paix, c'est cet endettement qui est colossal. On est dans 120-130% du PIB. Cet endettement, comment on va y faire face? Et les deux questions, c'est est-ce qu'on rétablit la parité hors du franc? Ou est-ce qu'on dévalue? Et à ce moment-là, il y a une forme d'inflation qui se met en place. Et donc, une partie de la dette est nettoyée par l'inflation. Et combien les Allemands vont payer? Les Allemands n'ont rien payé. Alors, il faut continuer à emprunter. C'est dans ce contexte qu'un changement politique s'opère en France. En 1924, le cartel des gauches arrive au pouvoir et chasse Raymond Poincaré, alors président du Conseil. Le cartel des gauches, c'est le parti radical, allié avec le parti socialiste de l'époque, la SFIO, qui est animé par Léon Blum, qui est député. Et ils partent de 2 idées simples. La première, il faut effectivement faire payer les riches. Donc, ils militent pour la création d'un impôt sur le capital. Et la deuxième idée, c'est que effectivement,
Il faut de la croissance économique et donc il ne faut pas baisser les dépenses publiques, il faut réorganiser les dépenses publiques en favorisant l'investissement, donc les chemins de fer, les routes. On refuse l'idée de dévaluation et surtout, il y a une idée qui circule qui consiste à dire, en fait, il faut faire racheter systématiquement la dette par la Banque centrale, sachant qu'il y a un problème dans les statuts de la Banque centrale, il est marqué qu'il y a un plafond. La Banque centrale ne doit pas détenir plus d'une certaine quantité de dette par rapport à son stock d'or. Alors à l'époque, la dette, elle est matérielle, elle est physique, c'est-à-dire que chaque fois que l'État émet un emprunt, il y a un papier. Et donc on stocke ces papiers dans les cours de la Banque de France pour que la Banque de France ne puisse pas dire « je les détiens ». C'est-à-dire il y a la dette qui est détenue par la Banque de France, qui est dans le bilan, puis il y a une partie de la dette qui est dans des camions dans la cour, où on dit « ah ben non, mais on attend, c'est pas ce qu'il y a dans les camions, on attend ». Et donc il y a toute une partie de dette cachée qui permet au gouvernement de dire « non, on n'a pas augmenté la dette, on résout le problème, d'ailleurs il y a de la croissance ». Et tout ça, c'est l'idée, on attend la croissance. Et pour attendre la croissance, on met la dette dans les camions dans la cour, comme ça on la voit pas. Alors c'est un fiasco assez rapide, parce que l'impôt sur les riches, hurlement sur hurlement, on augmente un peu l'impôt sur le revenu, on augmente le prix des cigarettes, le prix de l'alcool. Face à cette situation, Raymond Poincaré est rappelé au pouvoir et il va radicalement changer de politique. Sa présence rassure les Français qui lui font confiance. Poincaré forme alors un gouvernement d'union nationale, il se fait accorder les pleins pouvoirs financiers et il va faire l'inverse de ses prédécesseurs. Raymond Poincaré va dévaluer. Pour dévaluer, il faut avoir on fait baisser la valeur de la monnaie par rapport à un objet de référence. Et donc, en l'occurrence, jusqu'en 1973, l'objet de référence, c'est l'or. Et donc, la dévaluation, ça consiste à dire que, à la Banque centrale, par exemple, il y a 100 en or, et la quantité de monnaie en circulation est 100, et puis on dévalue, et on dit, désormais, la quantité de monnaie, il y a toujours 100 en or, mais la quantité de monnaie en circulation va être 200. C'est-à-dire que les pièces restent les mêmes, mais la quantité d'or qu'on peut obtenir est 2 fois moins importante. Et comme la quantité de monnaie est fondée sur le stock d'or, chaque fois qu'on dévalue, on augmente potentiellement la quantité de monnaie en circulation. Et donc, on en attend 2 choses. La première chose, c'est une dynamisation de l'économie, puisqu'il y a plus de monnaie. Et puis, au pire, de l'inflation qui efface les dettes. C'est-à-dire les gens qui détiennent la dette perdent progressivement la valeur de ce qu'ils détiennent et donc la dette s'efface. Mais surtout, il crée une nouvelle monnaie. Exit le franc germinal, voilà le franc Poincaré. Poincaré dévalue, mais dans des proportions incroyables. C'est-à-dire, il divise la valeur du franc par 5, ce qui génère une inflation. Il augmente les impôts. En particulier, il augmente les impôts sur le tabac. Et puis, il engage une procédure de baisse des dépenses publiques. Il va faire une chose qui, à l'époque, paraît surprenante et qui maintenant paraît encore plus surprenante, il va fermer des sous-préfectures. Alors le résultat est assez spectaculaire. D'abord, la confiance dans le franc revient, et donc il arrive à stabiliser la monnaie, ce qui était un de ses objectifs. La conséquence, c'est qu'une fois qu'il a stabilisé la monnaie, effectivement, il y a une phase de croissance, et les Roaring Twenties, comme disent les Américains, ça tourne, là, on part à partir de 1924-1926, on rentre dans une phase de croissance assez forte, qui va se briser très vite, hein. Pendant 3-4 ans, il y a de la croissance, mais ça... Et puis, il réussit à rembourser une partie de la dette, et dans les années 30, la France a toujours de la dette, mais il a apuré d'une certaine façon. Quand on commence la crise de 1930, les années 30, la France est dans une situation d'endettement qui n'est pas celle de 1913. On a un taux d'endettement aux alentours de 60-70% du PIB. Mais donc, on peut considérer qu'on a trouvé une situation gérable. La situation financière se stabilise jusqu'en 1929 et la Grande Dépression qui va frapper l'économie mondiale. Là, c'est la première fois qu'on va voir apparaître une dette assez structurellement dans l'histoire, dans une période de paix. 1936, le gouvernement de Front Populaire qui se fait élire sur le thème ni déflation, ni d'évaluation. C'est-à-dire, on ne va pas baisser les salaires, on ne va pas baisser les dépenses publiques, ni d'évaluation, on ne va pas utiliser l'inflation, on ne va pas utiliser on va simplement faire de la croissance, redynamiser, et ça se termine par une dévaluation, et ça se termine par un alourdissement de la dette publique, et par la mise en place d'un contrôle d'échange pour faire face à la spéculation contre le franc, et une fois que l'inflation a commencé, par un contrôle des prix, contrôle d'échange et contrôle des prix, qui vont vivre jusque dans les années 80.
Puis c'est à nouveau la guerre qui va venir creuser la dette. La Seconde Guerre mondiale est calamiteuse, c'est-à-dire que on paie à partir de 1940 l'équivalent de 500 millions de francs par jour aux Allemands. On fait tourner la planche à billets. Bon. Tout ça se termine par une inflation délirante. Les prix sont multipliés par pratiquement 20 entre 1939 et 1944. Donc la situation financière de la France est catastrophique. Et donc en 1944, quand arrive le général de Gaulle, il y a deux options. La première option, c'est effectivement de faire une politique de déflation. Alors de Gaulle ne choisit pas ça. Donc la France s'engage dans un système qui est un système où l'inflation va être vécue comme étant le moyen de réguler et de se débarrasser de la dette. Et donc on va connaître une période d'inflation par rapport à nos partenaires. On n'est pas dans la même situation que les Allemands. Alors là, les Allemands, l'inflation prend des proportions considérables. On n'est pas dans la situation des Anglais qui ont une assez lourde dette, mais qui peuvent faire payer personne. Quant aux États-Unis, eux, c'est la période rêvée. C'est-à-dire, il n'y a pas particulièrement d'inflation. Ils ont certes une dette, mais cette dette est relativement faible par rapport à l'effort de guerre qu'ils ont fourni. Quant à la France, encore une fois, elle s'engage dans l'inflation. Alors, la croissance est spectaculaire. La croissance est très très forte, c'est la période des Trente Glorieuses, et donc on a une croissance qui est une croissance qui permet, encore une fois, vous avez des chiffres en valeur qui sont très élevés, parce que on dépasse régulièrement les 10% en valeur. Vous avez de l'inflation plus la croissance objective. Alors, non seulement ça efface la dette, à partir de Gaulle, en plus on équilibre les comptes publics. Donc la dette disparaît pratiquement. C'est-à-dire qu'en 1975, quand on fait pour la première fois un plan de relance avec un objectif de dépenses publiques, un déficit assumé, et tout ça, on est à 20% de ratio dette sur PIB. On n'a pas connu ça depuis la banqueroute des deux tiers. Et donc, on n'a pas fait banqueroute, on a fait de l'inflation. À cette période, les dépenses publiques se réduisent, éliminant le déficit. 70 ans plus tard, la situation financière de la France est bien différente. On l'a retenu après l'épisode précédent, face à la dette, on refuse la banqueroute, mais il va devenir difficile d'utiliser l'inflation pour compenser. Il y a un choix qui est fait, à partir de 1986, de refuser l'inflation. Ce choix se traduit de façon très claire et très nette. La première, c'est qu'on adhère à l'Union économique et monétaire avec un pays qui a fait de l'inflation une obsession. Donc, à partir du moment où nous sommes associés aux Allemands, il n'est pas question de faire de l'inflation. Et pour traduire psychologiquement cette chose, on va se mettre à émettre de la dette publique indexée. C'est-à-dire, on va dire, écoutez, de toute façon, si vous avez la moindre crainte sur notre tentative de revenir à l'inflation, les titres publics sont indexés sur l'inflation. C'est une façon de dire à nos partenaires allemands, notamment, de toute façon, il n'y a aucun risque. À partir du moment où on s'est mis là-dedans, c'est qu'on a bien l'intention de ne pas faire d'inflation. Parce que sinon, on va être puni sur la dette publique par cette inflation. L'inflation ne peut plus être, à la fois pour des raisons politiques et pour des raisons comptables, un moyen de se débarrasser de la dette publique. Donc le seul moyen, c'est de faire de la croissance ou d'équilibrer les comptes indépendamment de la croissance. C'est-à-dire de baisser les dépenses et d'augmenter les impôts. Alors on fait rien de tout ça. Et donc la dette augmente régulièrement. Pour terminer notre entretien, j'ai demandé à Jean-Marc Daniel si une sortie de l'euro pourrait aider à régler les problèmes de dette publique, comme l'assurent certains politiques. Face à la dette publique, incontestablement, ça ferait revenir l'inflation. Ça, c'est clair. Et j'insiste là-dessus, il y a tout un débat. La dette, elle est en monnaie nationale. La monnaie nationale, en ce moment, c'est l'euro. Mais il suffit qu'on passe au franc. Et donc, dans la monnaie nationale, c'est le franc. Et la dette publique est en franc. Bon. La conséquence de ça, si on revenait au franc, il y aurait une dévaluation immédiate. Nous avons un tel déficit extérieur que normalement, sur le marché d'échange, cette monnaie en question serait vendue massivement. Et donc, on aurait une phase d'inflation et donc on retrouverait la situation de 1945-1946. Sauf que la situation de 1945-46, elle était associée à une forte croissance. Cette inflation, elle était à la fois supportable parce que la population avait quand même des revenus qui augmentaient indépendamment de l'inflation et de toute façon était indexée plus ou moins sur l'inflation. Là, on serait dans une situation où la croissance, elle n'est pas au rendez-vous. Et donc, assez vite, on serait entre la Turquie et l'Argentine de Milei. Je pense qu'il y a quand même des pays qui ont redressé leurs comptes et qui ont réussi à faire de la croissance. Et donc, ce qu'on met souvent en avant, c'est l'Irlande. Il y a une quinzaine d'années, au moment de la crise des dettes
publique qu'on appelait souveraine, pour revenir à un épisode précédent. L'Irlande avait une dette publique qui représentait 150% de son PIB. Aujourd'hui, cette dette publique est à 45% de son PIB. Et l'Irlande, son problème des 3%, c'est pas d'être en dessous d'un déficit de 3% du PIB, c'est de ne pas dépasser un excédent de 3% du PIB, ce qu'elle va faire cette année. Donc on peut redresser les comptes publics. Comment l'a fait l'Irlande ? Avec un effort de la population. La population a accepté effectivement des baisses de dépenses assez radicales. Et une croissance. Alors la croissance de l'Irlande, comme c'est un petit pays, est portée par les investissements étrangers. C'est pas forcément non plus totalement optimal, parce que il arrive un moment où les investisseurs en question peuvent partir, où les investisseurs en question réclament la rémunération de leur investissement. Et donc, l'investissement, la croissance, le travail, c'est la chose qui permettra de s'en sortir. Ce récit passionnant était signé Jean-Marc Daniel, spécialiste de l'histoire de la pensée économique. Vous pouvez retrouver ses analyses dans son dernier livre, Nouvelles leçons d'histoire économique. Et pour ne pas rater les prochains épisodes de La Loupe, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Et je vous rappelle l'adresse mail pour nous écrire, laloupe@l'express.fr. La dette, une passion française est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros. Je vous retrouve demain, on vous expliquera tout sur une actualité de la semaine qui a retenu notre attention.